Bonjour, bonjour à tous. Je vous remercie de vous être connectés à ce webinaire sur les risques chimiques dans les laboratoires de fabrication de prothèses dentaires. Alors tout d'abord, je vous prie de bien vouloir nous excuser pour ce petit aléa technique au niveau du démarrage qui nous a fait perdre un petit peu de temps, une vingtaine de minutes sur le démarrage, mais on va essayer de se rattraper et d'avoir une qualité quand même de notre présentation. Dans un premier temps, et pour un meilleur confort sonore, je vous demanderai de bien vouloir tous couper vos micros. Ce sera nettement plus agréable. Si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à les poser via le fil de discussion que vous trouvez sur le côté de votre écran. On essaiera d'y répondre à l'oral en direct ou plus tard par écrit, on prendra vos coordonnées. Sinon, on se laisse un temps d'échange à la fin de notre diaporama pour pouvoir échanger, répondre à vos questions et pour pouvoir discuter à ce sujet-là. Petit point technique également, si votre connexion Internet est lente ou saccadée, n'hésitez pas à cliquer au niveau du liseré jaune, au niveau de « On présentateur » comme il est indiqué là sur l'écran. Maintenant que les questions techniques ont été abordées, je vais faire l'introduction de cette présentation. Je me présente, je suis Alexandre Sanmarty, contrôleur de sécurité au Centre de mesure physique de la CARSAT Auvergne. Je co-animerai ce webinaire avec Joël Rebuffo, qui est également contrôleur de sécurité à la CARSAT de Normandie. Nous aurons également les interventions des docteurs Gislard et de monsieur Maréchal, qui sont respectivement médecins du travail à Rouen et monsieur Maréchal, qui est prothésiste dentaire en région normande. Pour nous assister, nous avons deux modérateurs, Yann Brosson et Johan Giner, qui nous feront remonter vos différentes questions. Pour répondre également à certaines questions, Cynthia Célestin de la CARSAT Normandie sera également présente. Alors, tout d'abord, quels sont les objectifs de ce webinaire? L'assurance maladie, risque professionnel, a lancé un programme de prévention contre les risques chimiques intitulé RC Pro. Le but de ce programme, c'est de rendre autonomes les entreprises sur la prévention du risque chimique et de réduire, bien sûr, l'exposition des salariés aux différents polluants rencontrés. À cet effet, nous allons vous présenter la démarche et les mesures de prévention associées. L'assurance maladie risque professionnel, via les services prévention des CARSAT, CGSS et CRAMIF, ont ciblé des entreprises sur des risques spécifiques. La silice est un des polluants ciblés, mais on a également ciblé d'autres substances chimiques telles que les gaz d'échappement, les poussières de bois ou le plomb. L'exposition à la silice concerne différentes activités comme les carrières, la taille de pierre ou le sablage dans les fonderies par exemple, et bien sûr la fabrication de prothèses dentaires, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour la région Auvergne, nous avons ciblé l'intégralité des prothésistes dentaires de la région, ce qui représente une quarantaine d'établissements, et sur le territoire national, ça représente en gros 120 établissements qui ont été ciblés sur différentes régions. La silice n'est qu'une porte d'entrée dans l'établissement pour réaliser l'évaluation des risques d'exposition des salariés aux différents produits chimiques. L'évaluation portera donc sur les différents produits chimiques et pas que sur la silice. Dans le cadre de ce webinaire, on va vous proposer le sommaire suivant. Alors, dans un premier temps, nous verrons de quoi on parle quand on parle de risque chimique dans l'activité de fabrication de prothèses dentaires. Ensuite, on verra pourquoi agir contre le risque chimique avec l'intervention du docteur Gislard. Par la suite, nous vous présenterons comment agir en prévention avec des moyens de prévention et nous finirons ensuite à la fin par l'intervention de monsieur Maréchal, qui est prothésiste dentaire en Normandie. Il nous fera part de son retour d'expérience. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un temps sera consacré en fin de présentation pour les échanges et les questions-réponses. Alors, quand on parle de risques chimiques dans la fabrication de prothèses dentaires, on parle de silice, mais également différents polluants. Voici un échantillon qui s'affiche à l'écran des différents polluants que l'on peut rencontrer dans votre activité et donc il faudra rendre compte dans l'évaluation de risque chimique. On peut identifier, en plus de la silice, des métaux tels que l'oxyde de zirconium, le chrome, le cobalt, mais également d'autres produits tels que de l'acide fluorhydrique, de nickel, du métacrylate de méthyle,
La liste affichée n'est pas forcément exhaustive et on peut rencontrer différentes substances en fonction au cas par cas en fonction des différents laboratoires. La démarche de prévention commencera tout d'abord par l'identification des différents polluants présents dans l'établissement de manière exhaustive afin de pouvoir évaluer les risques et les risques d'exposition. Nous allons maintenant vous présenter comment agir contre les risques chimiques et pour cela, je vais laisser la place donc au docteur Gislard qui va nous parler des effets sur la santé, notamment de la silice. Bonjour à tous, je suis docteur Antoine Gislard. Je suis en fait médecin dans les centres de consultation de pathologie professionnelle et qui se trouvent pour la Haute-Normandie, ex-Haute-Normandie, à Rouen et au Havre, en sachant que dans chaque région, il y a un centre de consultation avec des spécificités et la mienne, c'est plutôt l'appareil pulmonaire. On m'a demandé de parler de l'impact sur la santé. Et en fait, l'impact sur la santé en ce qui concerne en particulier les poussières de silice cristalline, elle est très liée à l'exposition. Et donc, vous voyez en haut et à droite de cette diapo, je vous ai présenté une représentation anatomique du poumon. Et effectivement, lorsqu'on est exposé à des poussières de silice, on va être amené à respirer des particules fines qui vont passer par la trachée, par les bronches, les bronchioles et vont aller au fond du poumon où se trouvent les alvéoles qui sont les structures terminales. On vous a présenté une coupe pour comprendre un petit peu ce qu'est une alvéole qui se trouve sur le schéma en bas à gauche. Donc l'alvéole est la structure entourée de cellules qui sont en bleu. Et donc cette structure-là permet de faire les échanges de l'oxygène qui arrive avec les particules qui sont présentées en vert et qui vont faire les échanges avec le vaisseau qui est en rouge, les échanges d'oxygène. Donc, quand on respire les particules, elles vont être amenées à aller jusqu'au poumon profond. Et là, à ce moment-là, tout va dépendre de la capacité de la personne à épurer ces particules. Et l'épuration se fait, entre autres, par des cellules qui tapissent la paroi, qui sont capables, qu'on appelle les macrophages d'ailleurs, qui sont capables d'épurer les particules. Lorsque le système d'épuration devient insuffisant, il va se créer initialement une inflammation qu'on appelle une alvéolite, donc une inflammation de l'alvéole, et donc parce qu'elle va mettre en branle tout un tas de systèmes. Et si ce système d'épuration est insuffisant, eh ben, cette inflammation va perdurer et va créer un épaississement de la paroi entre le vaisseau et l'alvéole. Et là, vous le voyez représenté sur le schéma en bas à droite. Et donc, cet épaississement qui est représenté par des petites cellules grises va en fait perturber les échanges entre le vaisseau et l'alvéole et donc les échanges d'oxygène. Et donc, c'est là où on va avoir potentiellement des signes cliniques qui vont être l'essoufflement. Donc, les signes cliniques, l'essoufflement apparaît, lui, quand la pathologie est déjà très avancée et peut s'accompagner d'autres symptômes, un stade initial qui peut être la... Alors, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que c'est les pathologies liées à la silice qui sont liées à des fortes expositions. Elles vont apparaître au fur et à mesure du temps, souvent tardivement après les expositions. Et donc, si on se base uniquement sur le fait de développer un essoufflement ou une toux, on risque de s'apercevoir de la pathologie d'une manière tardive. Et donc, c'est pour ça que lorsque vous êtes pris en charge en consultation par votre médecin du travail, votre pneumologue, un certain nombre d'examens pourront être très utiles. Et en tout cas, dans le cas de la silice, donc, qui donne une pathologie qu'on appelle la silicose quand c'est lié à l'épaississement justement des parois du poumon et des alvéoles, vont se traduire par des images qu'on peut détecter à la radio, que vous voyez sur la droite en haut, et par des opacifications sous forme de petits nodules, donc des petites boules rondes dans la partie supérieure du poumon. Et donc, pour les voir à la radio, il faut déjà que ces images soient assez avancées, mais on peut quand même, ça peut être un outil de dépistage utile
surtout s'il est lu dans de bonnes conditions par des professionnels qui connaissent la lecture spécifique des pathologies professionnelles, en particulier la silicose. Lorsqu'on a un doute sur une anomalie à la radio, à l'heure d'aujourd'hui, on a un accès facile au scanner du poumon, qui est une des coupes que je vous ai montrées là, un petit, en dessous de la radio, et qui va montrer des petites images nodulaires, des petits points ronds qui vont se trouver en périphérie du poumon. On va pouvoir les identifier. Et donc, à ce moment-là, on identifie une pathologie qui ne va pas être réversible, mais si on arrive à jouer sur les expositions, on va pouvoir la stabiliser avant qu'elle ait une traduction clinique. Enfin, dans les examens qu'on réalise de façon facile, qu'on a en cabinet, que ce soit en médecine du travail ou dans les cabinets de pneumologie, c'est les examens de souffle, hein, ce qu'on appelle spirométrie. Je vous ai mis une courbe où on va vous demander de souffler très fort, faire l'expiration la plus forte possible, et donc on va pouvoir voir la répercussion. Là aussi, cet examen, il est intéressant par rapport aux signes cliniques, c'est qu'on peut très bien avoir des troubles débutants sans que la personne ne se plaigne d'aucun trouble. Donc, quand on regarde les pathologies liées à la silice spécifiquement, on a parlé là dans le cadre les effets respiratoires en bleu, on a la silicose, donc on connaît depuis très longtemps, et on sait que cette pathologie, même si on peut arrêter les expositions pour freiner son évolution, elle peut quand même se poursuivre dans le temps malgré l'arrêt des expositions, et c'est pour ça que certaines personnes bénéficient de surveillance même lorsqu'ils sont en retraite. Il y a d'autres pathologies respiratoires qui sont pas forcément qui n'ont pas besoin pour exister de voir une présence de silicose, ce qui sont les pathologies des bronches, qui se traduisent au début par des toux, ce qu'on appelle bronchite chronique lorsqu'elles sont fréquentes. Après, elles peuvent entraîner des déficits respiratoires et éventuellement des destructions du poumon. Et ces destructions du poumon, elles sont présentes lorsque la personne associe exposition à la silice et au tabac. Il y a d'autres pathologies respiratoires que je vous ai citées qui sont plus rares et des fois discutées dans le monde scientifique. Par contre, il y en a une qui ne l'est pas du tout, qui est en rouge le cancer du poumon. Et on sait que la silice est un cancérogène avéré depuis longtemps maintenant. Et avec un lien très étroit avec les niveaux d'exposition, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir une silicose pour développer un cancer du poumon en lien avec cette exposition. Alors, il y a d'autres facteurs aggravants qu'on peut trouver dans le monde professionnel, mais il y en a un qu'on trouve dans l'environnement. On sait que être exposé à la silice et être fumeur multiplie les risques de faire une pathologie cancéreuse. Dans les autres pathologies pour lesquelles on pourra également apporter des éléments de surveillance, c'est le rein qui peut être impacté lors d'exposition à la silice, et d'autres pathologies de mécanismes immunologiques, donc qui vont faire intervenir des anticorps. La personne va développer des anticorps contre son organisme et vont être capables de développer des pathologies qui vont pouvoir toucher la peau, pouvoir toucher les articulations comme la polyarthrite rhumatoïde, ou des pathologies qui vont toucher les vaisseaux et entraîner des troubles vasculaires. Voilà, on s'est focalisé là pour vous donner des informations sur la silice, hein, qui est que vous voyez représenté là en haut à gauche, qui est un irritant pour les voies respiratoires. Donc, même avant de développer une pathologie de fibrose du poumon, si on est très fortement exposé, on va être irrité au niveau des yeux, de la peau, des voies respiratoires supérieures, et donc développer après les pathologies dont on a parlé. Mais en fait, l'environnement dans un laboratoire de prothésistes, c'est un mélange de tout un tas de polluants. Et en fait, souvent, on ne parle pas tellement de silicose, on parle plutôt de pneumoconiose du prothésiste dentaire, parce qu'en fait, la silice s'associe aussi souvent à des métaux durs et qui ont des mécanismes d'action un petit peu différents. Et vous en avez certains de représentés comme le cobalt en haut à droite, avec le nickel, le chrome. Eux vont également permettre de développer des fibroses du poumon d'un mécanisme différent, plutôt allergique,
également des cancérogènes du poumon, et eux peuvent aussi développer des maladies allergiques, que ce soit du poumon, l'asthme, ou de la peau, l'eczéma. Il y a une spécificité avec le beryllium qui a été utilisé à un moment dans les cabinets de prothésistes dentaires, avec une présentation différente, radiologique. Et puis, des expositions aussi à des résines ou des colles à base de méthacrylate de méthyle. Et là aussi, encore des épaississements du poumon, des fibroses du poumon, de mécanismes aussi plutôt allergiques, et puis des allergies du poumon par l'asthme et l'eczéma. Donc, l'importance de tout ça, c'est de jouer sur les expositions avant que les effets apparaissent. Voilà, je laisse la parole. Joël, ça va être à toi maintenant. Oui, tout à fait. Merci Alexandre. Bonjour. Donc Joël Rebuffo, je vais vous parler de la suite. Tout d'abord par le cadre réglementaire. On ne peut pas s'empêcher de parler de cet aspect, notamment pour la silice cristalline, puisque jusque-là classée cancérogène en catégorie 1 au CIRC, elle est depuis le 1er janvier, à l'arrêté du 26 octobre, classée, on va dire, cancérogène. Plus exactement, les travaux qui exposent à la poussière de silice cristalline, que ce soit le quartz ou la cristobalite, figurent sur la liste des produits cancérogènes, est entrée en vigueur depuis quelques jours. Il existe des valeurs limites d'exposition professionnelle, dites réglementaires contraignantes, pour le quartz à 0,1 mg par mètre cube. C'est pas beaucoup, hein, si on compare à la valeur réglementaire des poussières inhalables qui est à 10 mg par mètre cube. La cristobalite et la tridymite, deux variétés de silice cristalline, sont à 0,05 mg par mètre cube. Un autre aspect réglementaire qui concerne aussi les laboratoires de prothèses dentaires, qui sont, de par leur définition, des locaux à pollution spécifique, c'est ce qui concerne l'aération et l'assainissement des lieux de travail, avec une obligation qui concerne le contrôle et la maintenance des installations. Un petit bug de dernier instant, veuillez m'excuser. Comment agir en prévention? Alors, la démarche et l'accompagnement du service prévention. Alors, l'accompagnement du service prévention, des contrôleurs de sécurité, comment on peut intervenir, pas à votre place, mais en appui avec le laboratoire de prothèse dentaire, comment vous accompagner également en termes de conseils sur l'aménagement du laboratoire, sur le choix des produits. Parmi les outils, il y a, on en a parlé depuis quelque temps, c'est l'espace privé Risque Chimique Pro, qui est un outil qui vous permet de façon autonome, comme le précisait Alexandre tout à l'heure, qui vous permet de progresser dans l'évaluation du risque chimique. Alors, la première phase qu'on appelle initier votre démarche, c'est de désigner un pilote qui sera en charge de la démarche au sein du laboratoire. Ça peut être le qualiticien, ça peut être, pourquoi pas, l'assistant de production, on va dire, ça peut être le céramiste, voilà, le choix vous appartient. Alors, l'intérêt, c'est que c'est un outil qui vous permet de progresser à votre rythme et qui est à votre main. Ainsi, vous pouvez passer de l'étape 1 à l'étape 3. L'étape 2, qui permet de définir un plan d'action, peut aisément aussi se faire dans un premier temps. Pourquoi pas si vous avez déjà établi un plan d'action. Mais il ne faut pas oublier toutefois que le plan d'action
devra quand même être défini par rapport à l'évaluation des risques chimiques. Alors, on a présenté ici avec des couleurs, en rouge, les priorités qui sont données par des quantités de produits importantes ou par des risques qui sont importants. On va parler des revêtements qui contiennent de la silice cristalline. Eh bien, ces phases sont quand même préoccupantes et doivent mériter l'attention. Le vert, je dirais en priorité d'action modérée, c'est tout ce qui concerne peut-être les plâtres. Si les quantités sont limitées ou si les mesures de prévention sont déjà mises en œuvre. Donc, pour l'évaluation des risques chimiques, il existe des outils aussi, comme CERICH, qui permettent de hiérarchiser les priorités d'action. Alors, parmi les mesures de prévention, alors d'ores et déjà, il y a des mesures, je vais dire, toutes simples. C'est en collectant les fiches de données de sécurité, ça c'est aussi dans l'étape d'initialisation, c'est important de pouvoir collecter tous les produits entrants qui sont dans le laboratoire et susceptibles d'être manipulés par les salariés, par les opérateurs. C'est par exemple l'exemple d'une ponce. Quelques années, l'analyse avait révélé qu'une ponce était constituée à plus de 67% de quartz, à l'identique d'un revêtement. Un autre produit de polissage, lui, comportait beaucoup de cristobalite, puisqu'on était à hauteur de 36%, à l'identique, là aussi, d'un revêtement. Et nous avons proposé un produit de substitution, une ponce qui a été au préalable analysée et qui contenait moins de 2% de quartz. Voilà un exemple tout simple de substitution. Par la suite, les mesures de prévention, comme je l'ai abordé tout à l'heure, c'est l'aménagement du laboratoire. C'est de réserver une salle, on va dire, une salle technique, aux manipulations dites les plus polluantes, le sablage, la casse des cylindres, la préparation du revêtement. Une salle, en fait, où on ne va pas séjourner en permanence, mais où le personnel va venir de façon ponctuelle pour procéder au sablage durant 5 ou 10 minutes. À l'inverse d'une salle de travail avec les établis de grattage, hein, les établis de finition, où là, le travail, il va occuper 6 heures à 7 heures par jour. En privilégiant le travail à l'humide, les moulages des cylindres, le nettoyage des locaux et des plans de travail. Et en équipant chaque poste de travail, ça c'est important, d'un captage, d'une aspiration, parce que le moindre défaut, comme on pourrait dire dans une menuiserie, s'il y a la moindre dispersion de poussière, c'est perdre le bénéfice des autres installations. Les mesures aéroliques, c'est un domaine qui revient à Alexandre. Je te remercie, Joël. Je vais reprendre la main. Alors, en région Auvergne, dans le cadre de l'action dite RC Pro, il a été décidé que le centre de mesure physique, dont je fais partie, intervienne chez tous les prothésistes dentaires qui ont été ciblés. Pour cela, comme Joël vous en a parlé à l'instant, des systèmes de ventilation sont mis en place dans vos différents laboratoires et nous faisons donc une vérification de l'efficacité d'aspiration des différents postes de travail, alors par des mesures aéroliques. Alors tout d'abord, on vérifie l'aspiration avec un fumigène pour faire un test visuel, voir si ça aspire bien et dans le bon sens, mais là c'est que du visuel. Et ensuite, à l'aide d'un anémomètre, on va pouvoir faire de la mesure de vitesse d'air sur les différents systèmes d'aspiration. Les principaux postes de travail que nous sommes amenés à vérifier sont ceux qu'on vous présente ici sur la diapo. Alors, principalement, on a les chevilles ventilées. On fait des mesures dans différentes configurations, notamment lorsqu'elles sont en réseau. On vérifie lorsque une seule cheville fonctionne ou quand plusieurs fonctionnent en même temps pour vérifier que le système d'aspiration puisse compenser les différentes utilisations.
On fait également des mesures au niveau des sableuses. Pour cela, on réalise des mesures au niveau des fuites, parce que bien souvent, il y a les manchons qui vont rendre étanche le boîtier. Au niveau des dossers aspirants pour la préparation des matériaux réfractaires, on est susceptible également de faire des mesures d'efficacité d'aspiration. Au niveau des polisseuses, on vérifie que l'aspiration puisse compenser la projection de matière par la rotation de la machine. Au niveau des fours, on vérifie surtout l'optimisation de la hotte et notamment la présence de parois latérales pour canaliser le flux d'aspiration. Alors, pour ces différents types de captage, on a des valeurs de référence. Elles sont issues de la brochure INRS. L'INRS, je rappelle, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité. Cette brochure intitulée tout simplement « Fabrication de prothèses dentaires ». Vous pourrez la retrouver sur le site internet de l'INRS que l'on vous propose en bas de cette page. On se sert également de la fiche de prévention des prothésistes dentaires rédigée par la CARSAT Normandie que vous pouvez trouver sur le site de la CARSAT Normandie, justement. Alors, comme vous pouvez le voir, les vitesses d'air requises sont différentes en fonction des types de captage. En effet, pour des vitesses, pour des chevilles ventilées, par exemple, il faudra pouvoir compenser la vitesse de projection de matière due à la rotation des outils. Donc, il faudra une vitesse supérieure par rapport à les hottes des fours, où la chaleur ayant déjà une tendance naturelle à faire monter le polluant, la vitesse nécessaire sera nettement moindre. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans la figure précédente, la hotte par exemple avait des capotages autour des fours pour pouvoir canaliser ce flux. À travers nos différentes mesures, nous sommes amenés à faire des préconisations. Les préconisations qui suivent sont les préconisations que l'on est amené à faire le plus fréquemment. Notamment connecter les différents systèmes d'aspiration et de filtration sur l'extérieur de l'atelier. Sinon, on retombe dans du recyclage qui est à proscrire. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, Joël vous en a parlé tout à l'heure, la silice est un produit CMR. Nous recommandons également l'utilisation systématique des écrans au niveau des chevilles. Ils améliorent le captage et évitent également les projections. Il en existe de différentes formes, de différents formats. Il y en a qui permettent de faire passer, d'envelopper les mains. Il y en a même qui disposent d'éclairage intégré. C'est à voir après en fonction au cas par cas des différents laboratoires. On recommande également de mettre en place une organisation du travail pour permettre le nettoyage périodique des postes de travail et des équipements. Ce nettoyage sera fait à l'aide d'aspiration et on évitera la soufflette et le balayage qui remettent en suspension toutes les particules les plus fines, les plus dangereuses, justement dont nous a parlé le docteur Gisler tout à l'heure. Au niveau des hottes, on veillera, comme je vous le disais tout à l'heure, à mettre en place, avoir la possibilité de mettre en place des écrans latéraux et mettre en fait les fours sous des sortes de Sorbonne, par exemple, comme on l'a vu dans la photo précédente, là, comme je viens de vous le remontrer à l'instant. En fait, on a toutes ces préconisations qui sont les plus fréquentes, mais après, on est à même de faire des préconisations au cas par cas, en fonction des situations rencontrées et des différentes configurations des différents laboratoires. Lorsque vous faites l'acquisition d'un système d'aspiration, quel qu'il soit, le fournisseur doit vous transmettre les plans de l'installation, les calculs théoriques des vitesses d'air qui ont été calculées, les débits, les valeurs de référence qui ont pu être faits lors de la réception du système d'aspiration. Et toutes ces données sont à conserver dans le dossier d'installation de ventilation. En fait, ce dossier, c'est l'équivalent du carnet d'entretien de votre véhicule. Dans ce dossier, en plus des données du fournisseur, on intégrera les valeurs mesurées lors des contrôles en cours de fonctionnement, toutes les maintenances qui sont réalisées sur les différents systèmes d'aspiration et toutes les modifications qui ont pu être faites si on rajoute un élément, un captage sur l'unité d'aspiration, on le consigne à ce moment-là dans ce dossier.
Alors, si vous voulez avoir de plus amples informations sur le dossier d'installation de ventilation, je vous invite à télécharger les 2 brochures qui sont indiquées en bas de cette page, les 2 brochures de l'INRS qui sont le dossier d'installation de ventilation et réceptionner et contrôler une installation de ventilation. Sur ces 2 brochures, vous aurez de plus amples informations sur ce document. Le réseau prévention des CARSAT, CRAMIF et CGSS dispose d'une offre de services assez large. Tout d'abord, il existe différents outils en ligne qui sont à votre disposition. Le site Amélie, tout d'abord, qui est dédié aux entreprises, qui vous présente la démarche RC Pro avec des témoignages d'entreprises et un tutoriel pour la connexion à ce site. Il y a également l'outil C-REACH qui permet de réaliser l'évaluation du risque chimique au sein de vos établissements en élaborant un inventaire exhaustif des produits dont je vous ai parlé au début. On prendra en compte tous les produits chimiques présents dans le laboratoire. Avec l'outil C-REACH, on pourra dégager un plan d'action. Et à ce propos, certaines CARSAT proposent des formations à cet outil que vous pourrez retrouver dans les catalogues formations des différentes CARSAT. Sinon, vous avez accès à toute l'offre documentaire de l'INRS, les brochures, les guides de ventilation, les vidéos, les affiches. Pour cela, vous pouvez contacter directement les services documentation des CARSAT Normandie et Auvergne, dont les sites sont à jour et vous trouverez toutes les coordonnées qui vont bien pour demander toute cette documentation. De même, le site de l'INRS vous donne accès à différentes auto-formations en ligne et à différents webinaires. En plus de ceux sur la prothèse dentaire, vous pouvez en trouver sur la fabrication de prothèses dentaires, vous pourrez en trouver sur le risque chimique au sens large. Les CARSAT peuvent, dans certains cas, vous aider financièrement sur des investissements, sur des mesures de prévention. Alors là, c'est ce qu'on appelle des contrats de prévention qui s'adressent aux entreprises de moins de 200 salariés et qui s'inscrivent dans une démarche globale de prévention des risques professionnels. Pour cela, il faut avoir un document unique d'évaluation des risques professionnels à jour, être à jour de ses cotisations sociales URSSAF. Mais pour ça, je vous invite à prendre contact directement avec votre interlocuteur CARSAT, CRAMIF ou CGSS qui pourra voir la possibilité de mettre en place ce type d'aide avec votre établissement. Sinon, il existe également des unités techniques au sein des CARSAT, dont je fais partie à la CARSAT Auvergne. Personnellement, je fais partie du centre de mesure physique. Il en existe 9 sur le territoire national, 9 centres de mesure physique qui sont répartis sur tout le territoire national. On est à même de faire des mesures de ventilation, comme je vous l'ai dit à l'instant, mais également des mesures de bruit, des mesures de vibration, d'éclairage, de rayonnement ionisant, non ionisant, d'ambiance thermique et autres nuisances physiques comme ceci. Il existe également des laboratoires de chimie implantés également sur le territoire national. Je vais peut-être laisser la parole à Joël qui va vous présenter ces laboratoires de chimie, étant donné que lui fait partie de celui de Rouen. Je te laisse la main. Merci. Oui, quelques petites précisions sur les laboratoires de chimie implantés sur la France. 8 laboratoires. Alors, de mémoire, Lille, Paris, Nancy, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère ne pas avoir oublié de collègues. Alors, les laboratoires de chimie interviennent sur site, hein, dans les laboratoires de prothèses dentaires, pour ou des prélèvements d'atmosphère de type silice ou de vapeur, mais également pour prélever des échantillons, comme j'ai donné l'exemple pour les ponces tout à l'heure. Et nous intervenons bien sûr, on va dire de manière gratuite, et ceci pour évaluer les risques chimiques au poste de travail. Merci Alexandre. Je te remercie, je reprends la main.
en fait, je reprends la main directement pour la donner à Monsieur Maréchal du laboratoire Bucca Solis, qui va nous faire part de son retour d'expérience. Je vous laisse donc la parole. Eh bien, bonjour, merci. Je vais tenter de vous donner un petit peu un petit retour d'expérience. Si vous voulez mettre la caméra éventuellement. Non, et puis, essayer de mettre un peu en perspective au travers de cette expérience, perspective chronologique, parce qu'on a tous une histoire et quelquefois ça peut être intéressant d'en parler. Quelques points de vigilance qui seront le fruit de l'aspect totalement empirique d'une pratique de plus de 20 ans, bien sûr. Et puis, comment dire, essayer de donner un peu de perspective aussi sur le pourquoi, le fondamental finalement de toute la démarche qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ça. La première chose, bien sûr, c'est d'envisager qu'on parle de respirer, même si ça va sans dire, ça va quand même mieux quand on le dit. Et c'est pour ça que je voudrais aussi élargir un petit peu le discours sur l'idée de la gestion de l'air en général. Alors les aspirations, c'est une chose, et évidemment, on peut les envisager d'un point de vue purement technique. Mais en tout cas, c'est sur la gestion de l'air au laboratoire et dans une enceinte, dans des enceintes qui peuvent être quelquefois un petit peu confinées. La deuxième, c'est celle qui envisage aussi que nous sommes un métier de l'ombre qui est relativement peu connu, 3500 laboratoires à peu près, des structures qui sont en général de 2-3 personnes, en tout cas dans la moyenne. Alors avec une disposition qui s'élargit de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de gros laboratoires, mais pour autant des entreprises unipersonnelles qui sont très très représentées. Et puis, il faut bien le reconnaître, on n'a pas eu un réel suivi jusqu'ici. On n'a pas eu trop eu l'occasion d'évoluer finalement de manière progressive, parce que, enfin, sauf si on en avait la volonté farouche. Et finalement, à l'image d'une place d'un laboratoire classique de travail, ben, ça ressemblait un petit peu à ça. Donc on peut dire que c'était un petit peu le bazar. Je le revendique d'autant plus que c'était la mienne pour le coup il y a quelques années. Personnellement, moi je suis parti de ça. Donc ça vous donne un peu une idée de la page blanche un petit peu tachée de boue de laquelle je suis parti et qui au bout de quelques années, alors je suis parti tout seul, hein, donc j'ai vraiment suivi un petit peu toute l'évolution qu'on peut connaître de certains laboratoires pour arriver il y a quelques années en 2015-2017 à une structure qui faisait à peu près 7 personnes et où on s'est retrouvé dans un environnement qui était plus du tout adapté, autant d'un point de vue surface, d'un point de vue volume, d'un point de vue disposition, aménagement. Et du coup, s'est posé vraiment la question de la gestion de l'aspiration, du renouvellement de l'air, de l'environnement. Là, on était sur des anciens bâtiments avec un confinement assez lié aux hauteurs de plafond. Et puis, c'est là où j'ai rencontré M. Rebuffo, qui a fait sa première visite au moment où on allait déménager, où on allait changer de structure et d'environnement. Et c'était en 2017. J'avoue que pour le coup, ça a été l'occasion de repenser un petit peu l'outil autour de ce qu'on respire en général et de tout ce qu'on a un petit peu l'habitude de manipuler au laboratoire. Alors évidemment, ça passe par le plâtre et tous les produits classiques qu'on peut avoir, le revêtement, évidemment le sablage qui est lié à ça. L'usinage traditionnel, alors, mon prédécesseur en parlait tout à l'heure, avec la protection d'écran, avec des aspirations qui sont plus ou moins adaptées. En recherchant un peu ces photos, je suis retombé sur d'anciennes photos d'un laboratoire que j'avais visité il y a quelques années et qui était sans aspiration. On se retrouve vite dans des environnements qui sont vraiment difficiles à vivre. Donc, et puis maintenant, il y a quand même d'autres éléments qui viennent se greffer dessus. C'est vrai qu'on est toujours un peu calé sur l'usage traditionnel de ce qu'on fait au laboratoire, mais de plus en plus le numérique. Et puis de nouveaux matériaux, de nouveaux produits arrivent. Donc évidemment, ça passe par l'usinage du métal, l'usinage de la zircone, et puis de nouvelles techniques, d'autres conceptions, des mises en œuvre différentes, avec des produits différents. Là, par exemple, alors l'usinage, c'est une chose, mais les imprimantes 3D qui amènent aussi une véritable problématique de pollution de l'air avec des solvants et des aérosols qui sont quelquefois, qui peuvent être irritants.
et qui nous amène à évidemment une gestion de matériaux. Alors, avec tous les avantages techniques que ça peut apporter, bien sûr, on arrive à avoir des résultats sur des travaux qui sont assez exceptionnels, mais évidemment avec une démarche par rapport à ces matériaux qui peut être quand même assez différente et sur lequel il faut avoir des points de vigilance. Et puis, ça n'a l'air de rien, mais il y a une petite chose qui est venue nous bousculer un petit peu la vie dans la gestion de l'air ces derniers temps au laboratoire, comme partout ailleurs d'ailleurs. Sur le renouvellement de l'air, l'idée qu'on soit confinés les uns avec les autres. Pour tout vous dire, on est dans une phase de réflexion sur l'agrandissement du laboratoire. Et évidemment, ça amène des réflexions sur la façon dont on va gérer les empreintes, mais aussi les aspirations. On parlait de rejet à l'extérieur. On peut dire qu'avec des petites babettes comme ça, il vaut mieux que l'air soit rejeté à l'extérieur plutôt que d'être rejeté à nouveau dans les pièces dans lesquelles on travaille. Et puis, d'une manière plus générale, pour élargir un petit peu le discours, et j'en finirai par là, je dirais trois considérations pour ce qui envisage de repenser nos process, ou en tout cas les mettre là pour le coup en perspective. C'est d'une part l'idée qu'on puisse les mettre évidemment en conformité légale. Pour le moment, je dirais, dans notre métier, on n'a jamais vraiment été ni trop contrôlé, ni on a subi de démarches. Enfin, il n'y a rien eu de très coercitif pour l'instant sur les mises en forme et les mises aux normes de nos structures. Ça arrive, il y a certaines législations européennes en particulier qui sont en train d'arriver sur sur l'usinage en particulier, enfin tout ce qui concerne le numérique. La deuxième considération, c'est aussi que dans l'absolu, un confort de travail, une mise en sécurité et un bien-être au travail, et d'une manière générale, un environnement professionnel agréable contribue fortement à la bonne marche de l'entreprise. Et je pense que maintenant, il faut qu'on commence à utiliser des mots ou des acronymes un peu différents et qu'on s'approprie un petit peu aussi tout ce qui concerne l'entreprise, et en particulier d'avoir une démarche RSE qui soit affirmée dans les structures qui peuvent être amenées à grossir. Et puis le troisième, et je pense que c'est pour moi en tout cas, dans ma démarche de chef d'entreprise, c'est vraiment en ça que je le considère, c'est vraiment d'avoir une démarche managériale, avoir un aspect managérial par rapport à toutes ces techniques et par rapport à tous ces matériels et matériaux qu'on est susceptible d'utiliser. C'est-à-dire que là, j'aurais presque envie de vous dire, mais il y a des sourires qui ne s'inventent pas, ou en tout cas qui ne se simulent pas. Si quelqu'un est bien dans une entreprise, ça contribue et à la qualité de ce qu'on y produit et à la façon dont on le fait. Donc évidemment, ça s'inclut, toute cette démarche liée à l'air et à la gestion de l'air, à la gestion des poussières et des mises en sécurité de nos collaborateurs contribue évidemment à ça. Je vous dirais d'une manière générale, et j'en terminerai par là, par l'idée encore plus large qu'il nous faut peut-être repenser d'une manière plus globale, dans une démarche de professionnalisation plus grande, notre métier et notre secteur d'activité d'une manière générale. Et ça passe, alors il y a quelques compétences qui sont inscrites sur cette diapo, mais je pense que ça fait partie évidemment de toutes les compétences qui nous amènent à considérer notre métier sous un meilleur angle. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Maréchal, pour votre intervention très intéressante. Tant que vous êtes là, il y a des questions déjà qui vous sont adressées. Donc, je vais commencer par lire la première, si vous pouvez y répondre. Alors, c'est: n'y a-t-il pas aussi une forte concurrence des pays étrangers? Alors, bien sûr, je vous dirais, je suis presque content que la dernière slide soit restée à l'écran, parce que je pense que c'est justement une des conséquences et de ces obligations de professionnalisation, de mise en conformité, de mise aux normes, peut-être d'ailleurs d'encadrement, qui nous permettront de pouvoir nous défendre contre une concurrence étrangère. En fait, les voies de différenciation, on parle beaucoup de différenciation, alors en particulier chez les praticiens qui commencent à subir eux aussi une concurrence
Mais on parle beaucoup de différenciation et finalement la différenciation, il n'y a pas beaucoup de moyens de l'envisager. Soit on se différencie par des aspects qualitatifs, qu'ils soient directement liés à la production ou à l'environnement de cette production, soit la différenciation, elle se fait par le prix. Et en l'occurrence, dès lors qu'on met en place notre proximité de laboratoires français, peut-être d'ailleurs aussi avec l'intervention c'est une des conséquences positives de la Covid, hein, c'est d'avoir ramené une part de la production en France. Mais en tout cas, il y a pas mal d'éléments qui jouent en notre faveur là aujourd'hui, et en tout cas, il y a pas mal d'actions à mener et qui sont complètement complémentaires avec tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui, qui nous encourage à vraiment envisager qu'on a une concurrence, qu'on peut assez facilement et assez largement participer à cette concurrence. Et puis je dirais pour terminer, il y a aussi d'autres éléments qui peuvent venir en ligne de compte, c'est le fait d'avoir une véritable reconnaissance professionnelle. Donc là, c'est peut-être une conséquence transverse un petit peu de tout ça, mais l'idée d'un label peut être une solution, ou en tout cas l'idée de se fédérer autour d'une certaine idée de la qualité, et qui passe évidemment par cette conformité de matériel et de matériaux. Eh bien, c'est aussi un moyen d'y résister. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci pour votre réponse. Il y a une deuxième question à votre attention. Alors, par contre, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les saisir ou à lever la main, on vous donnera la parole. Monsieur Maréchal, je vous pose donc la deuxième question qui vous est adressée. Vos clients, les chirurgiens dentistes, vous imposent-ils l'utilisation exclusive de produits chimiques, par exemple avec de forts pourcentages de silice, ou avez-vous toute latitude dans ce domaine ? Eh bien, je vous dirais que d'une manière générale, je ne leur laisse pas le choix. Je considère que ça n'est pas à eux de décider des matériaux ou des matériels qui sont à mettre en œuvre pour la bonne réalisation du travail que je suis susceptible de leur livrer. Je vous dirais, ça, c'est une des complémentarités peut-être de la question précédente d'ailleurs, c'est-à-dire que un des moyens de résister à la concurrence, c'est aussi d'avoir une certaine image de marque, ou en tout cas d'avoir une certaine démarche de travail, une certaine communication autour de cette démarche de travail, qui encourage aussi à avoir une relation avec ses clients qui est en pleine transparence et en pleine complémentarité de chaque compétence, de la sienne, enfin de la leur et de la nôtre. Et je pense que quand je parlais de professionnalisation, c'était aussi à ça que je pensais. Donc, pour le coup, l'utilisation, ou en tout cas, je ne vois pas comment ce serait possible qu'ils puissent nous imposer de travailler sur des matériaux qui seraient ou interdits ou susceptibles d'entraîner des conséquences néfastes ou délétères pour nous, pour nos collaborateurs, quoi. J'espère que c'était le sens de la question. Je voudrais compléter sur un autre point, parce qu'effectivement, il peut y avoir des laboratoires qui se voient imposer l'utilisation de produits chimiques, mais nous en avions discuté, Monsieur Maréchal, c'est à propos alors, hors risque chimique, bien sûr, on avait parlé des délais, et ça me dérange un peu toujours que effectivement les clients imposent des délais qui ne sont pas raisonnables pour des réalisations de prothèses. Et c'est un petit peu, je pense, dans le même esprit. Alors, pour compléter, je dirais que, encore une fois, ça fait partie de cette idée de professionnalisation de la profession. C'est-à-dire que bien souvent, on se retrouve à subir des délais. Et je suis absolument convaincu. Alors, vous avez vu l'équipe, on commence à être une structure qui est relativement importante pour la taille en référence par rapport à la taille moyenne d'un laboratoire. Là non plus, on ne se fait pas imposer les délais. Je vous donne juste une réflexion qui vous amènerait peut-être à envisager les choses sous un autre œil.
Mais je n'ai pas trouvé d'autres secteurs d'activité où en fait c'est le client qui décide du délai que doit prendre son fournisseur pour le livrer de quelque chose qu'il lui commande. Vous allez chez un concessionnaire voiture, vous allez chez Renault, vous demandez une voiture avec telles options, tel truc, enfin, s'ils ne l'ont pas et s'ils ont besoin de la fabriquer et qu'ils vous donnent ces 6 mois de délai, vous pouvez toujours taper des pieds, même vouloir la payer plus cher, vous l'aurez pas plus vite. Et pourtant, chez nous, ça marche. Donc, je pense que ça fait partie aussi de cette démarche au travail, de cette façon d'envisager notre relation aussi aux praticiens. Parce que le pire de l'histoire, c'est que la plupart des praticiens, ils trouvent aussi un confort à travailler autrement et à envisager de travailler autrement. Mais il n'y a pas de contrainte qui soit liée non plus à cette situation de délai, comme au matériel ou aux matériaux qu'on est susceptible d'avoir à utiliser dès lors que ce n'est pas pertinent dans la démarche de production, quoi. Merci pour votre réponse. Je reprends la main. Je pense que quelqu'un n'a pas coupé son micro, ce qui perturbe un petit peu la qualité sonore. J'ai une question, je vous remercie. J'ai une question. Nous sentons sur le terrain une transition numérique s'opérer par le développement des imprimantes 3D, dont vous avez parlé notamment, Monsieur Maréchal. D'après vous, est-ce que ça va dans le bon sens d'un point de vue prévention? Alors, est-ce que c'est Monsieur Maréchal ou quelqu'un d'autre qui veut répondre? Joël, peut-être? Je peux donner déjà un élément de réponse. En fait, je ne suis pas sûr que ça aille dans un sens ou de prévention ou de. C'est une autre façon d'envisager le travail, certes. Et c'est bien ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça amène une autre réflexion, en tout cas un point de vigilance particulier sur la façon dont on va envisager notre façon de travailler. Pour le coup, le fait qu'on puisse mettre une imprimante 3D sur une table et puis qu'on se mette à imprimer à côté d'un ordinateur, dans l'absolu, tant qu'on en est à faire de la R&D, je vous dirais bien, ça ne change pas grand-chose. Sauf que quand on commence à en avoir une qui tourne quasiment tous les jours, et puis après 2, et puis peut-être après 3, on commence à avoir dans une atmosphère, dans une pièce simplement, on finit par arriver le matin, puis par sentir vraiment que ça sent fort, et puis on finit par avoir des maux de tête en fin de journée, et puis petit à petit, on se rend compte que il y a un point de vigilance particulier à avoir par rapport à ça. Donc, je vous dirais que d'un point de vue prévention, là pour le coup, et puis la CARSAT, là encore, est là pour nous accompagner sur le sujet et sur cette transition. Ça implique peut-être d'envisager de les mettre dans une pièce à part, ou en tout cas avec un système de ventilation adapté, de pouvoir envisager de structurer aussi cette évolution numérique dans le cadre de cette prévention et de ne pas avoir finalement à la subir après avoir mis en place ces outils. Je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut l'envisager, c'est vraiment envisager l'évolution de nos structures, non pas uniquement du point de vue de l'outil de production en lui-même, mais de la globalité de l'outil de production dans son intégration dans nos structures et dans la mise en perspective avec nos équipes. Je voudrais compléter les propos de M. Maréchal et confirmer, bien sûr. Alors, on parle des imprimantes 3D, mais c'est vrai aussi avec les usineuses qui sont implantées dans un laboratoire. Il faut leur dédier vraiment un local spécifique à cause des poussières, bon, qui sont dispersées éventuellement, qui peuvent détériorer le matériel informatique, hein, le scan situé à proximité, mais pour une autre raison, c'est la raison du bruit également. Donc, concernant précisément les imprimantes 3D, il faut tenir compte que ces imprimantes utilisent des résines et qui sont émettrices de vapeur. J'espère avoir bien répondu à la question. Je voulais juste rajouter que ça rentre également dans l'évaluation du risque chimique. On identifie les différents polluants que l'on a et on évalue ensuite leur dangerosité et les moyens que l'on met en œuvre pour y remédier. Par peut-être des systèmes d'aspiration aussi connectés dessus.
Tant que j'ai la main, je voulais juste vous dire que donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les saisir ou à lever la main. J'en profite également pour vous donner les coordonnées de vos interlocuteurs au sein des différentes CARSAT et CRAMIF qui s'affichent à l'écran. Si vous avez des questions sur les risques chimiques au sein de vos établissements dans ces 3 régions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, soit par mail, en fonction de ce qui est affiché. Nous sommes à votre écoute, le docteur Gislard qui est encore là, monsieur Maréchal, Joël et moi-même sommes à votre disposition si vous avez des questions. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, Carole Laurent-Bourle. Nous vous entendons, allez-y. Voilà, donc je salue la qualité de cette présentation. Donc, juste un petit point, donc je suis prothésiste dentaire à Vichy. Donc, juste un petit point pour dire qu'il existe quand même des choses qui ont été faites dans la profession et dont je peux parler. C'est qu'il existe quand même des référentiels qualité et des systèmes de gestion par la qualité qui nous permettent justement d'intervenir un petit peu à différents niveaux des laboratoires, tant au niveau du matériel, de l'humain, etc., et qui vont complètement dans le sens de la prévention et de la pérennisation de nos structures. Mais là c'était juste un petit aparté. Ma question, elle pose, et cette question, je l'ai posée à la NSM, je l'ai posée à vos services et à l'ARS également. Il y a un règlement qui s'impose, un règlement européen qui s'appelle le 2020-17 de la Commission du 4 octobre 2019 et qui nous reclassifie, le cobalt en CMR catégorie 1B. Quand on connaît l'importance du cobalt dans notre profession, tant pour le secteur de prothèses mobiles avec donc les châssis et la PPAM, certains laboratoires utilisent beaucoup en prothèses fixes. Et on n'a toujours pas d'informations par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il en est? Ce texte doit rentrer en vigueur en même temps que le règlement 2017-745 au 26 mai, enfin le 21 mai de 2021. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà. Avez-vous des informations un petit peu plus précises, puisque ce sont des choses qui peuvent vraiment modifier nos structures à tous les niveaux? Je veux bien essayer, toutefois, essayer de répondre. Effectivement, il y a une reclassification du cobalt qui est en cours pour l'aspect cancérigène. Donc, ça veut dire retour en arrière. Est-ce qu'il faut revenir au nickel-chrome? Est-ce qu'il faut passer à d'autres matériaux? Je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. D'accord. Donc, en fait, on ne sait toujours pas si on va pouvoir continuer à l'utiliser. Est-ce qu'il y aura par rapport à une concentration spécifique? Est-ce que ça sera... On n'a pas d'infos par rapport à ça. Alors, Cynthia Célestin, bonjour à tous. Je me permets d'intervenir pour répondre à votre question. Alors, en tout cas, vous donner quelques éléments de réponse qui ne sont pas exhaustifs, malheureusement. Donc, des échanges que nous avons avec la Fédération nationale, donc l'UNPPD. Un travail est en cours par la fédération pour vous fournir en fait un document qui vous permettra en fait de répondre aux exigences qui vous sont imposées par ce changement de réglementation. Donc pour avoir des informations plus précises, en tout cas nous, service CARSAT, nous vous conseillons plutôt de vous orienter vers votre délégué régional de l'UNPPD, puisque ce travail est en cours au sein de la profession et en tout cas la communication que nous avons reçue de notre côté, c'est bien de vous relayer vers la fédération pour qu'elle vous apporte plus de précision à ce sujet. Concernant le cobalt, parce que concernant, oui, tout à fait. La directive 2017-745 qui donc devait déjà entrer en vigueur en mai 2020, à ce jour, il n'y a eu aucune communication, notamment sur l'intérêt d'un système, enfin l'obligation d'un système qualité
au sein des laboratoires et qui n'a jamais été communiqué par le syndicat. Et je voudrais compléter ma réponse également en précisant que ce qui concerne le cobalt, c'est la reclassification, mais qu'il existe d'ores et déjà une valeur, pas réglementaire, mais une valeur limite de 20 microgrammes par mètre cube pour les lieux de travail, Oui, donc c'est ça. pour les laboratoires de prothèses dentaires. Oui, Cette oui. valeur n'est pas, je pense, amenée à être modifiée. D'accord. Bah ben, je vous remercie pour vos réponses. Merci pour... Merci pour vos interventions. Je vois que nous avons d'autres questions, notamment sur la fréquence des contrôles sur les installations par un organisme accrédité. Joël, est-ce que tu peux répondre? Bon, bah, je vais déjà répondre à cette première question. Ben, les contrôles installation, de quel type ces contrôles? Contrôle aérolique ou les contrôles des valeurs limites? Contrôle des valeurs limites, c'est à faire une fois par an, pour ce qui concerne par exemple la silice cristalline. Je sais qu'il y a quelques laboratoires qui font faire des mesures individuelles au poste de travail. Et la fréquence des contrôles, donc c'est une fois par an, sauf si la première évaluation conduit à un diagnostic de risque faible. Je me permets de continuer. Si on parle de contrôle aérolique, en termes de réglementation, un contrôle doit être réalisé à la réception de l'installation de ventilation, et ensuite des contrôles de l'installation au minimum une fois par an. Ça, c'est la réglementation qui demande que les contrôles soient réalisés donc annuellement. J'espère qu'on a répondu à la question. Alors, la question suivante. Oui, je reprends la main parce que apparemment à 14h53, j'ai une question. Les mesures individuelles ne sont pas réglementaires. Je crois que c'est ce que je viens de dire, que les contrôles de la silice cristalline au poste de travail sont réglementaires et une fois par an, sauf à justifier d'un risque très faible. Une question, je suppose que c'est pour Monsieur Maréchal, c'est en termes d'organisation du travail ou d'aménagement de poste, comment avez-vous géré les fumées de soudage émises lors des réparations? Eh bien, comme toute fumée ou toute émanation d'une manière générale au labo, pour mettre en sécurité, on aménage systématiquement une place de... Alors, c'est toujours une histoire de place après, hein, mais on aménage systématiquement un système d'aspiration. L'avantage, c'est que maintenant, on commence à avoir des professionnels qui ont du matériel qui est adapté. Alors, ça peut être quelquefois du matériel... comment dire, relativement lourd pour les fours sur des armoires qui récupèrent les fumées. Mais pour le soudage, par exemple, c'est une espèce de petite enceinte qui est reliée à l'extérieur et qui rejette à l'extérieur l'air pour cela. Il existe aussi, alors je crois que c'est chez Caveau, une espèce de petite cloche qui peut se greffer aussi sur un système d'aspiration et qui permet de collecter les fumées. Et en même temps que je causais, j'étais juste en train de penser au soudage, aux soudures laser. En fait, les soudures laser, il y a un système de ventilation qui rejette sur le dessus ou sur le côté l'air qui est pris dans l'enceinte. Et je ne l'ai pas fait au labo, en fait, on n'a rien prévu pour ça. Alors, bon, c'est vrai qu'on reste sur des émanations qui sont quand même relativement limitées, mais pour autant, vous voyez, comme quoi, même en essayant d'être exhaustif, on ne l'est jamais vraiment complètement.
Merci beaucoup pour votre réponse. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On vous laisse quelques instants pour les poser. Oui, bonjour. Ah oui, pardon, allez-y. Excusez-moi, bonjour. Je sais pas si tu m'entends bien. Je suis le laboratoire ARD à Clermont-Ferrand, monsieur Vasconcelos. Et donc, j'ai eu la visite de vos services, de la CARSAT, pour prendre des mesures, déjà pour me sensibiliser. Et puis après, par la suite, donc, des mesures ont été prises. Et lors du premier contact de la sensibilisation, par exemple, c'est un exemple, qui a eu lieu fin août, donc je me suis entendu dire que je venais d'acheter des aspirations début juillet, qui étaient aux normes, mais ça n'avait pas l'air de séduire vos services, entre guillemets. Alors, j'ai demandé un petit peu forcément, est-ce que je suis aux normes ou pas? Et à chaque fois, j'avais le droit, oui, mais. Alors, qu'en est-il? Est-ce qu'elle, voilà, c'est quelque chose que j'ai acheté au mois de juillet, vous êtes venu c'est connu au mois d'août, et j'avais l'impression d'avoir fait un mauvais achat. Alors, effectivement, est-ce que tout le monde n'a pas les moyens non plus de tout basculer vers l'extérieur, mais est-ce que ce type d'aspiration toute neuve, récente, enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ce type de produit? Est-ce qu'il est à proscrit? Est-ce qu'on continue à travailler avec? Voilà. Alors, si on entendait très mal, excusez-nous. Excusez-moi, Je pense qu'il y a encore un micro qui doit être allumé, ce qui perturbe un peu le niveau sonore. J'ai cru comprendre. La question. Pardon? Je n'ai pas compris la question. Alors, je pense que donc, monsieur a acheté du matériel. Il y a des gros problèmes de son. Monsieur a acheté du matériel d'aspiration pour aspirer notamment au niveau des chevilles, et ces unités d'aspiration et de filtration rejettent en fait dans l'atelier. Donc nous, ce qu'on recommande en fait, c'est d'essayer de connecter ce rejet simplement sur l'extérieur de l'atelier. C'est en ça que c'est pas que ça pose problème, mais que c'est nos préconisations en fait qu'on a fait à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on retrouve sur pas mal d'unités d'aspiration et de filtration qu'on peut rencontrer dans les différents laboratoires. Les fournisseurs de systèmes d'unités d'aspiration, il n'y en a pas 50, on en retrouve 3, 4 prédominants, et c'est toujours des blocs qui ressemblent à des unités centrales d'informatique, en fait, c'est le même format, on va dire, sur lequel sont connectés des chevilles ou des sableuses ou des choses comme ça, ou différents matériels. Et en fait, après filtration, rejette dans l'atelier. Et c'est ce qui nous dérange, en tout cas, c'est les préconisations que l'on fait, c'est de rejeter, plutôt essayer de connecter ce rejet sur l'extérieur de l'atelier. Voilà. Mais après, le matériel en soi aspire bien, fonctionne assez bien en général au niveau des chevilles. On a un bon captage. C'est juste au niveau du rejet où après, on peut essayer d'améliorer les choses. Et là, en l'occurrence, c'était pour une usineuse de zircon. Voilà. Oui, c'est voilà. Sur le même principe. Hein. Ouais. D'accord. Depuis votre cette intervention, j'ai un confrère qui est un petit laboratoire au sein d'un cabinet dentaire, et il a eu la visite de l'inspection du travail la semaine dernière, concernant les problèmes liés à la silice, pour voir s'il était équipé. C'était juste pour dire aussi que... Excusez-moi, monsieur. Oui. En fait, on vous entend très mal. Je suis désolé. Voilà, mais non, mais il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pourriez déjà couper votre micro, s'il vous plaît? Si je le coupe. Oui, voilà. Et en fait, moi, ce que je vous conseillerais, c'est peut-être de revenir vers nous, soit après le webinaire ou par rapport à votre CARSAT pour exposer votre sentiment ou voilà ce que vous voulez exprimer, parce qu'en fait, on ne vous entend pas du tout là. Je suis désolé. Voilà, vous pourrez reprendre contact avec votre agent de secteur. De toute manière, c'est ce que j'allais vous dire. À la fin de ce webinaire, de toute manière, vous serez amené à rencontrer nos collègues
contrôleurs ou ingénieurs sécurité des différentes CARSAT CRAMIF qui vous accompagneront dans toute cette démarche dite RC Pro sur l'évaluation des risques chimiques dans vos laboratoires. Donc, si vous avez des questions supplémentaires techniques propres à vos laboratoires, n'hésitez pas à leur poser en direct. Alors, j'ai une autre question qui concerne la transmission du diaporama suite à notre intervention. Cynthia, je ne sais pas si tu peux répondre. Oui, alors effectivement, ce qu'on avait convenu, c'est que les personnes qui seraient intéressées par notre support, qu'elles reprennent contact avec nous via l'adresse mail générique, par exemple, pour qu'on puisse vous adresser le support. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? Je n'ai pas une question, c'est une remarque. Souvent, le matériel peut rejeter à l'extérieur. Le matériel peut rejeter, vendu à l'extérieur, mais ne sont vendus qu'en recyclage. Je suppose pour une question que c'est une question de travaux et de perçage de murs. Oui, tout à fait. Ça, on l'a déjà rencontré, des établissements. Même des fois, certains ont le prétexte d'être en centre-ville, mais même en centre-ville, on arrive à voir des établissements qui arrivent à percer un mur, un trou dans un mur et rejeter sur l'extérieur, après filtration, bien sûr, pour des problèmes d'environnement, bien sûr. Oui, je complète ce que tu viens de dire, Alexandre. C'est vrai que les aspirateurs qui fonctionnent en recyclage peuvent poser des soucis. Alors, il peut y avoir le sac qui est pas bien mis en place ou qui présente une fuite. Donc ça, c'est disperser des poussières cancérigènes dans le laboratoire. Il peut aussi, et c'est bien un reproche qui est fait aussi, c'est que il y a un coût de consommable pour ces sacs qui, si le travail est important, au bout d'une semaine, peut nécessiter le changement du sac, car l'appareil il se met en défaut. Je te remercie, Joël. Je pense que tu as répondu à la question suivante, justement, qui concernait les problématiques liées au recyclage. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Une question au niveau des aspirateurs et quel type d'aspirateur pour le nettoyage conseillez-vous? Alors on peut conseiller l'aspirateur qui est utilisé en centralisé dans le laboratoire, s'il est muni par exemple d'une prise en façade avec liaison d'un tuyau flexible pour nettoyer le sol ou les surfaces, ça c'est possible. Après, l'aspirateur qui va être mobile peut être utilisé à condition qu'il ait un filtre de type HEPA de mémoire. C'est efficacité 13 ou 14, type amiante, pour filtrer au mieux les poussières alvéolaires, les poussières les plus fines, les poussières de silice. Si je peux compléter, alors il en existe évidemment auprès de nos fournisseurs professionnels, mais on en trouve aussi chez les fournisseurs professionnels, comment dire, enfin, pas de bricolage, mais moi je l'ai trouvé par exemple chez un fournisseur de matériel professionnel, mais pour les artisans du bâtiment. En fait, ils ont des aspirateurs avec des niveaux de filtration. J'en ai un avec 3 niveaux de filtration. Il y a un sac qui n'est pas un sac papier, qui est un sac microfibré qui filtre déjà avec des valeurs qui sont déjà plutôt bonnes. Et puis, il y a 2 filtres supplémentaires pour les particules ultra fines, donc évidemment qui sont à nettoyer régulièrement, mais du coup qu'on peut travailler dans le labo, comme le labo est quand même assez grand.
L'idée de la prise en façade, c'est bien, mais même avec un flexible long, on va évidemment pas partout, donc passer par là, c'est pas mal. Alors, ça a un coût quand même, c'est 500-600 euros l'aspirateur, mais pour le coup, c'est vraiment du matériel professionnel, très robuste, assez puissant, avec un niveau de sécurité qui est très très bon. Merci pour ce complément. Je pense que le webinaire va se terminer maintenant. Je vous remercie les interlocuteurs, mais Monsieur Dr Gislard et Monsieur Maréchal pour vos interventions qui ont été très intéressantes. Je vous remercie pour les différentes réponses que vous avez pu apporter au niveau des différentes questions. Comme je vous le disais tout à l'heure, de toute manière, nous serons amenés à vous revoir par la suite dans le cadre de l'action RC Pro. Vos interlocuteurs CARSAT seront amenés à reprendre contact avec vous. Petite précision, je voulais juste vous apporter une petite précision au niveau du site internet RC Pro que nous vous demandons de remplir et de saisir. Il y aura une maintenance dessus le 4 février prochain à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Donc le 4 février prochain au soir, ne vous connectez pas dessus, il ne sera pas accessible. Je préfère vous prévenir au cas où. Je vais vous remercier. On va maintenant pouvoir clôturer ce webinaire.